Bonjour à toutes et à tous. Stéphane Malmin des services techniques d'Autodesk, donc BIM Technical Specialist pour Autodesk France. Aujourd'hui, je vais vous parler du calcul des structures à partir de maquettes numériques BIM, ou comment vous calculez votre maquette sous robot à partir de votre modèle Revit. Donc naturellement, le BIM est un enchaînement de tâches qui lie à la fois des process entre les différents corps de métier et au sein des corps de métier, avec l'acte de construire. On a des présentations plus génériques sur le BIM, je vous laisserai les consulter. Ici, on va surtout s'intéresser à l'ingénierie structure et à la liaison entre le calcul et le dessin. Donc, dans le Revit structure, quand on dessine des éléments, que ce soit une poutre, un poteau, ou qu'on récupère des éléments, en fait, on dessine deux choses. On dessine à la fois l'objet analytique, la poutre, le poteau, le voile, la dalle, mais également le modèle de coffrage. Donc on voit ici le modèle de coffrage et sa ligne moyenne, le modèle de calcul. On a dans les paramètres de structure la possibilité d'ajuster l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire donner une tolérance en fait entre la distance du modèle de coffrage au modèle de calcul. On a aussi d'autres vérifications qui sont différentes suivant si on est en plan ou vertical, éviter qu'il y ait des références aussi circulaires ou d'autres éléments. On a aussi la possibilité après de régler en fait individuellement avec des petits SCU et avec des modifications plus manuelles avec les commandes qui sont prévues dans l'interface ou le raccourci AA. Donc ces objets analytiques, on va retrouver leur affichage et leur gestion dans le troisième onglet de Revit Structure ou du Revit qui contient tous les Revit. Et on peut filtrer uniquement structure. On va retrouver par exemple dans les objets analytiques de type plutôt MEP, bien sûr, les espaces pour les exports au calcul, par exemple RT 2012 vers les logiciels dédiés à ça avec soit une liaison directe, soit du GBXML. D'accord. Mais ici, ce qui nous intéressait, ça sera plutôt tout ce qui est calcul de structure avec les cas de charge, les éléments physiques, les murs, les poteaux, les dalles, les radiers et les murs. On retrouve un onglet spécifique. Voyez, et dans cet onglet, en fait, si on sectionne un mur, on a mur analytique. Ce qui nous permet en fait de voir les propriétés du mur. On voit ici la méthode de détection en plan, d'accord. Là, on est au centre de l'élément par défaut. La méthode pour la face haute, pour la face basse. Certains logiciels font différents modèles de calcul suivant en fait si on a tagué l'élément comme analysé pour calcul gravitaire ou calcul horizontaux, ce qui n'est pas le cas de robot, mais ce qui peut être le cas d'autres éléments. D'où en fait ici analysé comme gravité ou autre. D'accord. Si on n'a pas forcément le même modèle en dynamique et en statique. Donc si on rentre un petit peu tout de suite dans le vif du sujet, vous voyez, si en fait on dessine un mur de 20 ou 22 d'épais, et puis dessus, si vous voulez, on dessine un mur qui fait uniquement 16, eh bien en fait, on va avoir une tolérance de l'un par rapport à l'autre pour que les deux modèles s'ajustent. Alors naturellement, c'est les nus qui en général continuent sur le bâtiment. Et on voit en fait que mon modèle de 16, il a rejoint en fait le modèle de calcul, a rejoint le modèle de calcul du voile qui était dessous de 20 pour être bien continu. Et donc si on regarde ça, j'active mes modèles éthiques et je regarde en fait en filaire, on voit que les modèles sont réellement alignés avec les nœuds aux extrémités. Donc on a un petit peu, comme je vous disais, de possibilités de latitude. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux projeter soit à une face, soit à l'autre face, mon modèle de calcul. Voilà. Si je le projette à l'autre face, donc naturellement, si on a les dalles ou les éléments qui sont dessus, en fait, tout va suivre, puisque sera détecté à ça. Et on peut aussi le forcer sur un axe. Forcer sur un axe, c'est intéressant parce que à chaque fois euh, que, par exemple, on va splitter le travail entre l'ingénieur et le projeteur, c'est assez facile de dire au projeteur, bah écoute, tous les mots analytiques, tu me les figes sur les axes et de niveau à niveau,
Et comme ça, visuellement, en fait, si on voit qu'il y a un monolithique qui n'est pas sur l'axe, on peut détecter que sans doute il y a un problème. Si par exemple on a des petits retours de mur comme vous voyez là, et qu'on ne souhaite pas les prendre en compte les calculs, on peut en fait régler l'ouverture de mur indépendant, vous voyez, pour ne pas prendre en compte ces éléments. Enfin, si on a une poutre qui arrive presque à un angle de mur, mais ce qui risque en fait de faire un tout petit élément fini, on peut prendre le SCU, le grip, et le déplacer physiquement pour être à l'espace du mur. Donc si en fait on souhaite conserver en fait la ligne moyenne, on peut activer la liaison rigide, liée analytique en fait. Vous voyez donc là, la fibre est bien au milieu de la poutre et ne bouge pas. D'accord. Et donc on voit ici qu'on peut activer un petit peu plus. Donc si je décale et je suis en dehors par exemple des limites des 60 cm ou 50 cm que j'ai fixé, donc là la liaison rigide est plus efficace, automatique, et donc je peux la recréer à la main si j'ai ce besoin. Autre élément, si voyez, je vais créer une dalle, hein, donc quand je crée mes dalles, en fait, ce qu'il faut, c'est que mes lignes, je les choisisse comme détection automatique du modèle analytique. Ainsi, donc là, je dessine réellement un modèle de coffrage. Mais vous voyez, si je prends les propriétés des lignes, ça sera en détection automatique pour qu'elles aient la latitude d'aller chercher les porteurs, les lignes moyennes des murs en général, pour se calculer. Si par exemple je fais des trémies, donc soit directement dans l'esquisse, soit à partir de composants, hein. Si par exemple je prends un objet trémie, voilà, je règle cette trémie. Donc parfois en fait pour le calcul, il y a des trémies qu'on souhaite prendre en compte au calcul et d'autres qu'on ne souhaite pas prendre en compte. Donc en fait avec la commande modifier, le raccourci AA en fait, on peut ici, vous voyez, activer ouverture et si je décoche ces ouvertures, en fait je les bouche d'un point de vue du calcul. Par contre naturellement le modèle de coffrage, lui, n'est pas impacté. Et on peut par exemple, même si le modèle de coffrage est lui-même bouché ou pas, prendre en compte l'ouverture, hein. C'est deux modèles quand même distincts d'un point de vue du calcul. Voilà, donc maintenant que vous avez l'introduction, on va aussi s'intéresser en fait aux matériaux qu'on va récupérer. Donc dans Revit, en fait, naturellement, vous avez les matériaux. Une fois que vous avez ces matériaux, vous allez choisir donc dans graphique l'apparence pour tout ce qui est plan. Apparence, donc c'est tout ce qui est rendu pour les rendus 3D. Et physique, en fait, ça va être ce qui sera transféré au logiciel de calcul de structure. Alors, par exemple, Robot va reprendre l'intégralité des éléments. Certains autres logiciels matcheront uniquement au FCK ou au FC28, enfin, suivant les règlements, d'accord, ou autres. Donc, je vous inviterai à vérifier si vous travaillez avec d'autres logiciels que Robot. D'autres ont besoin d'un mapping indépendant. Donc, si par exemple vous voulez pas avoir ce matériau-là, mais un autre matériau, ici vous voyez on retrouve la bibliothèque de ressources, d'accord, qui sont en fait la liste des matériaux figés, en général définis par règlement, c'est pour ça qu'elles sont figées, d'Autodesk. Et donc là par exemple je peux remplacer par mon C2530 cet élément. Je peux aussi copier la ressource C2530, d'accord, modifier son module Dung, par exemple le diviser par 2, par exemple pour tout ce qui est fissuré, selon le règlement, et ainsi créer un matériau C2530 EC8 pour avoir un module Young divisé par 2 pour tout ce qui est fissuré, pour que quand je transfère cet élément à robot, en fait, on retrouve ces caractéristiques. Par contre, il ne faut pas modifier les matériaux par défaut. D'une, parce que parfois vous ne pouvez pas parce que c'est des matériaux figés. Et de deux, en fait, si le matériau exige déjà par robot, il ne va pas le réécrire. Et donc, il ne faut pas non plus sous robot modifier les matériaux par défaut. Donc les murs, donc c'était ce que je vous avais expliqué en préambule en fait. Mais vous voyez, ici on retrouve toujours la détection en plan, méthode sup, donc l'extension en haut du mur, en bas du mur, et on retrouve ici en fait les différents types. On peut aussi afficher dans les propriétés en fait les repères locaux pour savoir quand on charge le mur de quel côté on le charge par exemple. Pour les poteaux, on va retrouver le même élément, sauf que les poteaux ça a un nœud en haut, un nœud en bas. Donc en fait, on va trouver les méthodes d'alignement du haut,
voyez, et de la base. Sachant que le poteau, pour faire face par exemple aux dalles épaisses ou aux éléments comme ça, en fait, il y a une extension supérieure, c'est-à-dire que ça peut recréer une petite barre, si vous voulez, additionnelle, si bah, vous en avez besoin. Donc c'est pour ça qu'on trouve l'alignement du haut en X, donc en plan Y et Z, c'est en plan, hein, puisque c'est suivant le repère local, et méthode d'alignement du haut et du bas, d'accord, avec les extensions. On peut retrouver aussi ici, vous voyez, tout ce qui est relâchement et le pilotage des liaisons rigides. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je veux une liaison rigide dans le poteau, et après, vous l'activez, on va voir après, dans la poutre. La poutre pourra s'activer ou pas. Enfin, ici, vous voyez, force, vous allez retrouver en fait la possibilité avec cet onglet de rentrer des raideurs élastiques euh, pour que ce soit transféré au calcul. C'est notamment intéressant si par exemple vous avez un modèle et vous devez le calculer avec plusieurs logiciels, ça évite de faire la manip dans chaque logiciel. Voilà. Donc les poutres comme sur le principe des poteaux, hein, on va retrouver le nœud de départ et le nœud de fin. D'accord. Et donc on a les méthodes d'alignement du début et de l'extrémité et la présence ou pas de la liaison rigide. On retrouve sur le même principe les relâchements à l'origine et à l'extrémité, ainsi que la possibilité de mettre des relâchements élastiques. Donc, naturellement, là j'ai fait un cas un petit peu tordu pour vous montrer en fait les possibilités, soit avec les liaisons rigides, soit avec les grippes. Donc si je vous montre, ici vous voyez, on peut, la poutre qui est là, demander de l'aligner sur l'axe SC, donc je vais ici prendre une projection sur le cadrage SC pour le début et la fin. D'accord. Ainsi, vous voyez, sans que le modèle de coffrage bouge, mon modèle analytique bouge. Donc sur mes poteaux qui sont désalignés, bon, vous connaissez sans doute le modèle de nos bâtiments de Montbonneau. Je vous rassure, les poteaux ils sont un petit peu plus axés que ça, heureusement. Mais bon, c'était pour faire un exemple un peu général. Ici, on peut aussi réaligner en fait les poteaux sans forcément bouger le modèle de coffrage. Voilà, on le retrouve ici dans les choix des quadrillages. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on peut demander au projeteur de faire des actions simples qui vont amener en fait à avoir un modèle de calcul propre. Et même si par la suite vous décalez vos poteaux ou vos voiles de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres pour des considérations, on va dire, de alignement, je sais pas, une cloison, des choses comme ça, votre modèle analytique ne sera pas impacté. Sur les dalles irradiées, on retrouve hein, le même principe comme je vous l'ai montré, avec, on retrouve ici la méthode d'alignement Z, donc par définition il est en haut de l'élément, mais on peut le forcer à un axe, un niveau, un plan de ref, hein, sur le même principe que les autres. Et on retrouve ces possibilités euh, dans l'espace graphique comme vous l'avez déjà précédemment vu. Ce qui est important, je leur dis, c'est bien sélectionner sur détection automatique les éléments pour qu'eux-mêmes ils puissent s'ajuster par rapport au porteur. Voilà. Et on retrouve ici, vous voyez, dans les options en 2016, la possibilité de switcher automatiquement tout en détection automatique. Je vous invite aussi à travailler avec un gabarit en fait 2016 en 2016. On sait que c'est tentant de monter un gabarit, mais parfois il y a des choses qui sont écrites dans le gabarit qui fait que si vous ouvrez un vieux modèle ou un gabarit plus ancien, vous n'aurez pas forcément toutes ces fonctionnalités. Voilà. On retrouve en fait, vous voyez, plus le trou analytique alors que le trou physique lui est toujours présent. Idem en 3D graphiquement ou même en plan graphiquement, on peut en sélectionnant l'élément et en tapant AA pour modifier, vous voyez, venir ici ajuster avec des petits SCU les repères graphiques et on retrouve les méthodes d'alignement, on va dire comme les éléments physiques, analytiques, avec des contraintes si besoin est. Oui, si par exemple j'ai un poteau qui par son diamètre touche un autre mur, mais par sa représentation ne le touche pas forcément à la ligne moyenne, on peut aussi créer aussi d'autres liaisons rigides sur ce principe pour, on va dire, recréer la réalité de l'appui.
On peut aussi activer liaison analytique sur les semelles filantes et les semelles isolées. D'accord, ça va créer ce qui est un appui sous robot, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est de parfois de pas forcément activer les appuis sous les semelles isolées et semelles filantes et venir directement mettre des conditions d'appui aux limites, parce que c'est un peu parfois on l'a pas dessiné parce qu'on sait pas quelle taille est là. C'est intéressant quand même de mettre l'appui pour l'export à un robot. D'accord. L'avantage aussi de ça, c'est que celui-là, il va être contraint au modèle de calcul. Donc il n'y a pas forcément besoin d'auto-alignement de l'un par rapport à l'autre. On retrouve en fait les différents éléments, hein, donc ponctuel, linéaire et surfacique. Et en surfacique ou en autre, on peut aussi retrouver des conditions par exemple de type ressort, hein. Si par exemple on a un radier avec une raideur de 5000 tonnes par mètre cube, on peut naturellement l'affecter. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi créer des cas de charge. Alors vous voyez, on a la liste des natures, on peut ajouter des natures, hein. Et ces cas de charge, on peut les renommer par exemple G et Q, classiquement pour les charges permanentes et les charges d'exploitation. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir appliquer des charges dans notre modèle Revit. Donc deux grandes familles, les charges hébergées ou les charges, on va dire non hébergées. Donc une charge hébergée, par exemple, si je prends l'exemple d'une dalle, hein, c'est le plus utile. Si je modifie les contours de ma dalle, la dalle et la charge va suivre. Si par exemple vous avez, je sais pas, un jacuzzi au milieu d'une dalle, donc je sais pas, 1,20 m d'eau, 1 tonne d'eau au mètre carré, et bien vous pouvez redessiner un contour classique ici avec ce type de charge. Ensuite, on peut créer sous Revit des combinaisons de charges. Alors j'aimerais vous dire qu'il y a le moteur d'intégration automatique des eurocodes de robots, mais non. Là, vous allez créer manuellement. Donc l'intérêt, c'est de créer par exemple les combinaisons les plus utiles, hein, 35G, 5Q, les ELS quasi permanents, les ELS fréquents et rares. Et naturellement, ces combinaisons seront transférées à robot. D'accord. Il faudra parfois repréciser quel type de ELS puisque c'est pas forcément retransféré. Donc créer une combinaison, c'est assez simple, hein. Vous faites ajouter. Vous voyez, je vais la nommer ELS quasi permanent. J'ajoute les cas simples que je veux, hein, G et Q. Je donne les psi 0i, les facteurs, et je dis en fait quelle est la sous-catégorie où je peux créer une sous-catégorie au besoin. Donc, ce qui est intéressant avant d'exporter au calcul, c'est aussi de se mettre en vue 3D filaire, uniquement avec le modèle de calcul, et de regarder en fait si tout plombe bien et si, on va dire, Revit comprend bien pour que le modèle soit propre. Bon. Naturellement, un modèle propre, c'est toujours une discussion entre l'ingénieur et le dessinateur, hein, mais c'est le seul moyen pour que finalement, quand on arrive sur le robot, on ait uniquement à mailler et pas à recorriger. Bon, de toute évidence, sous robot, on pourra faire d'autres éléments, hein. Si par exemple, là, je peux définir une analyse modale, voilà, je vais définir mes masses à prendre en compte dans l'analyse modale et mes valeurs de masse, donc 30% par exemple de la charge d'exploitation. Et je vais faire une analyse sismique au sens des Eurocode 8 avec les décrets d'application français. Donc par exemple, vais me mettre en Savoie et je vais choisir une sismicité moyenne. Par exemple, je sais que je suis sur un bon sol, mais pas forcément. Je peux me mettre en enveloppe de ABC, prendre en compte mes conditions de Newmark et lancer les calculs. Donc vous voyez que le gros du travail, bon, il n'est pas le réglage à faire sous robot, mais bien dans Revit pour justement ne pas avoir à faire de réglage sous robot. Et donc ensuite on peut vérifier bien sûr les total masses, comme on voit à l'écran, et vérifier les spectres sismiques pris en compte. Donc encore une fois, l'intégration Revit robot, c'est comme le BIM, hein, c'est pas qu'une question de logiciel, mais c'est aussi une question de procédure à mettre en œuvre pour savoir où commence le travail de l'un et de l'autre. Donc là, j'ai justifié mes poteaux aux Eurocode 3. Je vais créer en fait mes assemblages de pieds de poteaux, puisqu'on a des éléments acier. Voilà, sur le même principe, j'aurais pu créer mes éléments mixtes. Donc je vais calculer mes aciers de dalle selon l'Eurocode 2 avec le post-traitement de Capramori.
Voilà, pour éliminer mon MXY. Donc après, ça me fait des zones et je peux demander un ferrage réel en treillis soudé ou cambar. Je peux aussi recréer des zones manuellement si le besoin en est. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par, on va dire, du détail de d'utilisation de chez le robot, je vous recommande en fait la chaîne YouTube du support robot Autodesk France, d'accord, qui en fait parle essentiellement de ça. Donc idem, après je peux envoyer mon poteau, d'accord, ça récupère les efforts internes et ça me fait mon calcul au sens des courbures nominales et rigidité nominale. Idem pour mes poutres, avec le calcul des flèches et des flèches oui, au sens de l'eurocode et au sens des recommandations de la FFB, ainsi mes voiles de contreventement, avec mes calculs en flexion composée, et sous mon pied de poteau, ma semelle, où j'ai mis de mémoire 2 barres ELS en contrainte de sol. Donc ici j'ai dessiné une pergola sous robot, et on peut voir les résultats au sens de l'Eurocode 5. Je peux aussi demander un dimensionnement automatique des éléments en fait, s'ils sont suffisants. Voilà. Du coup là j'ai un taux de travail. Je vais changer mes poutres, mes poteaux. Je vais changer un poteau acier en poteau béton et j'ai augmenté la taille de mes poutres. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait, je peux demander la mise à jour de ma maquette Revit à partir de ce que j'ai fait sous robot. Donc naturellement, ça va me créer le modèle de calcul et le modèle analytique autour. D'accord? On retrouve les barres moisées, les éléments, avec des familles de Revit qui sont créées par cette liaison. On retrouve ici mes poteaux carrés et la modification des hauteurs de poutres, hein, 20-70 au lieu des 20-50. Donc pour plus d'infos et pour suivre l'actualité, je vous invite à nous suivre sur la page Autodesk France et sur Twitter. Et bien sûr sur nos blogs Village BIM qui traitent du BIM au sens large, mais aussi les blogs Géospatial Made in France pour le géospatial, Civil Made in France ou l'autre blog du BIM français, ABCD Blog, qui traite de l'architecture, du BIM et du conceptual design. Merci.